Voilà. Merci beaucoup. Du coup, je vais enclencher le chrono pour respecter mes 20 minutes. Tout d'abord, merci beaucoup pour d'avoir finalement accepté ma communication à ce colloque et je me réjouis de présenter mon projet de thèse. Donc, je suis en début de thèse. J'ai commencé en tant que collaboratrice scientifique à la HEP Fribourg l'année dernière et je suis inscrite en thèse à l'Université de Genève depuis un mois maintenant. Donc, ça m'intéressait voilà, de présenter mon projet de thèse afin justement d'échanger, peut-être d'ouvrir à des questionnements par rapport à ma problématique. Donc, j'aimerais bien aussi rebondir par un élément de discussion que vous aviez juste avant. J'ai beaucoup entendu dans cette conférence des enjeux de développement durable qui ressortaient. Et finalement, je me pose la question des enjeux en ce qui concerne les inégalités de genre dans le numérique. On n'a pas beaucoup abordé cette thématique et je me posais la question de comment finalement, alors oui, les enjeux de développement durable important, fondamental, nécessaire, mais comment finalement le fait de peut-être mettre aussi, s'intéresser à la représentation des femmes dans ce domaine permettrait peut-être aussi d'aborder les enjeux de développement durable quand on regarde par exemple la position politique des femmes dans le monde suisse qui est différente de celle des hommes. Donc peut-être que ces enjeux de développement durable pourraient aussi être abordés par la question du genre. Donc voilà, mon titre de thèse, c'est Rapport au savoir numérique et sexuation disciplinaire, étude des effets de dispositifs d'enseignement-formation à visée égalitaire. Donc, concernant le plan de ma présentation, je vais tout d'abord vous présenter les contextes dans lesquels ma recherche est née. Ensuite, j'aborderai les objectifs, mes questions de recherche. Je vous parlerai de ma méthodologie qui est encore en cours de construction et mes potentiels résultats et les perspectives de la recherche. Donc, tout d'abord, concernant le contexte, bien voilà, dans le paysage scolaire suisse romande, on a l'entrée en vigueur dès la rentrée 2022 du plan d'études éducation numérique qui est déjà voilà, disponible en consultation. Du coup, il place l'acquisition d'une culture et d'une citoyenneté numérique comme finalité de l'école. Donc voilà, on a déjà ce premier contexte. Voilà, le plan d'études, on peut aller le consulter. Et je trouvais intéressant justement de voir finalement quels étaient les enjeux par rapport à ces deux finalités. Ensuite, concernant la littérature scientifique, on a depuis environ une dizaine d'années des chercheurs en sciences de l'éducation qui se sont beaucoup intéressés à la notion de citoyenneté numérique, justement. Et on est passé au début de sa définition peut-être à quelque chose de plus instrumental avec l'acquisition d'usage, à maintenant une définition qui intègre des compétences beaucoup plus sophistiquées comme par exemple dans les 4 approches de citoyenneté numérique développées par Choi, qui a synthétisé finalement la littérature nord-américaine par rapport à la citoyenneté numérique. L'approche éthique qui vise à permettre à tous les utilisateurs et utilisatrices d'avoir accès, de bénéficier d'un accès aux outils environnement numérique, donc de pouvoir les utiliser. Ensuite, dans un deuxième niveau, de pouvoir accéder à l'information et aux médias de manière critique, pouvoir choisir, aller chercher l'information, la sélectionner. Dans un troisième niveau, de pouvoir s'engager, participer au web. Et dans un quatrième niveau, d'être en mesure de critiquer finalement les outils environnement numérique par rapport aux valeurs véhiculées et finalement si elles correspondent à nos propres valeurs. Donc voilà, c'est vraiment un niveau beaucoup plus méta de réflexion sur voilà, c'est finalement son utilisation, mais également regard voilà, des grandes institutions propriétaires de l'Internet et de voir si, voilà, par exemple, si j'utilise Google Translate, est-ce que moi, en tant que personne sensible aux inégalités de genre,
je vais utiliser ce moteur de traduction si, par exemple, je sais que si je rentre nurse, il va me traduire par infirmière et pas infirmier, infirmière. Enfin, du coup, ça peut être intéressant de se questionner là-dessus. Aussi, si j'utilise Siri, Alexa, Cortana, voilà, des voix d'assistantes virtuelles, est-ce que si je leur pose des questions par exemple, voilà, de nature peut-être sexiste, etc., et quelles vont être leurs réponses, et qui finalement a programmé ces assistantes virtuelles pour répondre aux besoins des utilisateurs et utilisatrices, eh bien, est-ce que ça va correspondre à mes valeurs? Et du coup, là, on se situerait vraiment dans des choix réfléchis par rapport à son propre usage des outils environnement numériques. Donc, c'est ce dernier niveau de résistance critique qui, je pense, pour l'enseignement, serait important à travailler lorsque l'on va concevoir justement le matériel pédagogique. Ensuite, un autre modèle de citoyenneté, pas spécifiquement élaboré pour la sphère du numérique par Westmeyer et Kane au début des années 2000, qui a imaginé 3 niveaux de complexité de citoyenneté, du citoyen responsable, participant, aux citoyens, citoyennes orientés vers la recherche de justice sociale. Donc, c'est voilà, un individu qui est capable qui a acquis des compétences en littératie critique et capable de se situer dans une démarche proactive en vue de la recherche de justice sociale, en vue de la recherche collective de justice sociale. Donc là, on a 2 modèles, finalement, avec d'abord Choi qui proposait justement de se situer dans une certaine résistance critique en identifiant les valeurs véhiculées par les outils environnement numérique, à Westmeyer et Kane qui propose finalement de rechercher finalement une recherche collective de justice sociale. Donc, on passe d'une représentation peut-être pour soi à une recherche collective. Donc, je trouve intéressant de mettre en lien ces 2 modèles lorsqu'on s'intéresse à la notion de citoyenneté numérique et à son enseignement, parce que je trouve que ce modèle de Westmeyer et Kane permet encore plus de voir finalement ce qu'on a envie de viser idéalement avec les élèves, donc vraiment de manière collective et en lien peut-être aussi avec les valeurs pionnières de l'Internet. Qui a conçu Internet? Les valeurs des pionniers d'Internet, c'était vraiment des valeurs libertaires qui ont par la suite, à partir des années 90, finalement, on a capitalisé l'information et on a le capitalisme numérique que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà, donc vraiment, c'est des enjeux qui m'intéressaient. Et un dernier contexte, eh bien, on a un secteur numérique qui est genré. En effet, si l'on regarde les aspirations professionnelles des jeunes de 13 ans, on voit que pour les 10 professions les plus souhaitées par les filles et les garçons, eh bien, pour les garçons, on retrouve les métiers d'informaticien, d'ingénieur, et pour les filles, finalement, on a une absence de métiers en lien avec le numérique. Mais on peut se dire que c'était en 2015. Le numérique avance si vite, est-ce que les aspirations professionnelles des jeunes se sont transformés? Eh bien non. Une étude menée en 2020 sur les aspirations professionnelles des 15-21 ans identifie finalement les mêmes problématiques. On a des métiers féminins qui restent voilà, plutôt orientés vers le domaine du care, donc du soin, de l'éducation, et des métiers masculins voilà, en lien justement avec le numérique pour les hommes. Concernant les filières HESSO en Suisse en 2017, si on regarde voilà, le pourcentage de femmes dans ces filières, on a par exemple pour l'informatique uniquement 9% de femmes et on monte à 18% pour l'informatique de gestion, mais ça reste quand même des chiffres relativement bas. Si l'on pense justement aux métiers de demain. Et j'ai récemment discuté avec quelqu'un qui a fait cette école dans les années 2010 et il m'a dit qu'à cette époque-là, il y avait uniquement 3 filières et que maintenant, on en a beaucoup plus. Et en 2021, je ne sais pas si on en a encore plus, mais peut-être. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes et à l'heure actuelle non plus. Pourtant, le pourcentage de filières disponible a fortement augmenté. Donc on peut se demander pourquoi est-ce que le pourcentage de femmes n'a pas augmenté puisque les effectifs de cette école ont augmenté et que les filières voilà, donc on peut se poser la question.
Concernant le pourcentage de femmes spécialistes IT en Suisse en 2019 selon l'OFS, eh bien, on a uniquement 18,2% de femmes. Voilà, il faut prendre bien sûr ces chiffres avec précaution parce que peut-être que les fonctions de support telles que le secrétariat ont été intégrées à ces chiffres. Donc là, j'ai justement récemment discuté avec une spécialiste des questions genre et numérique et qui m'a dit vraiment de prendre ces chiffres avec précaution. Donc, voilà, concernant les objectifs de ma recherche par rapport à ce contexte, donc, moi, je vise à implémenter et documenter un dispositif de formation aux inégalités de genre et numérique auprès d'enseignants et enseignantes du primaire. Donc, mon dispositif, il va s'appuyer sur la littérature, donc un modèle d'Isabelle Collet, La toile de l'égalité, et ça sera une formation hybride qui s'appuie aussi sur d'autres modèles en lien avec le numérique, sur des concepts de citoyenneté numérique également, étant donné que la littérature aussi qui a été étudiée pour concevoir mon projet de thèse s'inscrit dans le champ de la citoyenneté numérique également. Et mon second objectif, ça serait d'implémenter en classe et de documenter des séquences d'enseignement de citoyenneté numérique auprès d'élèves du primaire. Donc, dans un premier temps, je vais concevoir un dispositif de formation à visée égalitaire en lien avec le numérique pour les enseignants-enseignantes. Et en parallèle, elles devront implémenter en classe des séquences d'enseignement de citoyenneté numérique. Donc, qu'est-ce que les élèves vont finalement faire? Eh bien, il y a un matériel pédagogique que nous avons élaboré à la Haute École pédagogique de Fribourg avec Lionel Alvarez et Costanza Coucault. Et on est en train de créer un consortium roman autour de ce matériel pédagogique. Si ça vous intéresse, à 11h30, je suis dans la première salle pour le présenter. Donc, c'est un matériel qui a été conçu voilà, d'après les fondements théoriques en lien avec la citoyenneté numérique dans une perspective à visée égalitaire. Donc, il s'agira pour les enseignants, enseignantes de ma recherche d'implémenter ce matériel dans leur classe. Donc, ces séances seront filmées. Et en même temps, après la première implémentation, eh bien, après quelques implémentations, 5 à 8 moments d'enseignement filmés, ils devront suivre justement cette formation aux inégalités de genre et numérique qui sera finalement, je vous présenterai après ma méthodologie, mais qui sera finalement dispensée tout le long de l'implémentation du matériel pédagogique en vue justement de voir s'il y a un impact de la formation sur les pratiques d'enseignement du numérique des enseignants-enseignantes. Donc voilà, juste pour revenir un petit peu brièvement sur ce matériel, donc voilà, des personnages non genrés ont été conçus pour accompagner l'expérience de l'élève. Donc c'est des personnages qui ont des prénoms épicènes et interculturels. Ils permettent d'accompagner l'expérience du numérique des élèves. Donc, on a par exemple Adi qui est passionné par les technologies, mais voilà, et les autres autour de lui lui disent non, mais tu es trop doux, c'est pas un univers qui te correspond, etc. Et il va aller s'adresser à sa tata qui est informaticienne, donc on a créé des vidéos et qui va lui expliquer qu'elle a dû se faire une place dans ce monde, mais en même temps, on a des compétences en sciences informatiques des connaissances en sciences informatiques qui vont être développées parce qu'on va justement expliquer comment Internet fonctionne, les réseaux, les câbles qui passent sous l'eau, etc. On aura des séquences d'enseignement dédiées là-dessus. On a également Lee, qui est passionné d'échecs, de jeux d'échecs en ligne, de jeux de Go, et qui va justement commencer à s'intéresser à l'intelligence artificielle et les prouesses de cette intelligence artificielle. Donc vraiment, c'est dans l'idée d'accompagner les élèves dans une expérience à la fois positive, mais également négative avec des personnages comme Fior, qui a vécu voilà, du cyberharcèlement sur le web et qui va justement transmettre et raconter son histoire à Alix ou à Gab, qui est lui cyberdépendant, ou elle. Voilà, puisqu'on a des personnages non genrés. Nos consignes sont également en langage épicène. Donc voilà, concernant ma première question de recherche, elle vise à finalement identifier un lien entre l'implémentation d'une formation et les pratiques enseignantes et les pratiques des enseignants. Ah, là, j'ai juste mis... voilà, il y a une petite erreur. Et quel est l'effet du suivi d'une formation aux enjeux des rapports sociaux de sexe en éducation à la citoyenneté numérique sur la sexuation des pratiques d'enseignants du cycle 2?
Et voilà, est-ce que le suivi d'une formation aux enjeux des rapports sociaux de sexe en éducation numérique, est-ce que c'est une condition suffisante pour influencer les pratiques enseignantes? Et concernant ma seconde question de recherche, donc quel est l'effet d'une diminution de la sexuation des pratiques enseignantes sur le rapport au savoir numérique d'élèves du cycle 2? Et finalement, la diminution de la sexuation des pratiques enseignantes est-elle une condition suffisante pour influer le rapport au savoir numérique des élèves? Donc voilà mes hypothèses. Donc moi, je prétends que une formation peut diminuer la sexuation des pratiques enseignantes et que l'implémentation d'un dispositif d'enseignement à visée égalitaire peut influencer le rapport au savoir des élèves. Ben voilà, concernant ma méthodologie, donc c'est une méthodologie qui n'a pas beaucoup été menée en sciences de l'éducation. C'est une méthodologie de recherche qui s'intitule le protocole expérimental à cas unique, avec ligne de base multiple entre participants. Donc c'est une méthodologie qui est spécifiquement liée à la pédagogie spécialisée. Et pour cela, je vais vous la présenter un peu plus après, mais je vais intégrer 6 enseignants-enseignantes et leurs élèves. Donc j'ai choisi de cibler les 8e Armos parce qu'en fait, dans la littérature, on voit que cette période caractérise un petit peu le début de l'adolescence et les normes de genre se renforcent à ce moment-là chez les élèves. Donc avec voilà, deux univers qui vont se dessiner entre un univers plutôt masculin, un univers plutôt féminin. Voilà. Donc voilà, concernant ma méthodologie, donc il y aura une ligne de base sans intervention, donc où les enseignantes vont implémenter ce matériel d'enseignement sans avoir une sensibilisation, sans avoir été sensibilisées par une formation aux inégalités de genre et numérique. Et ensuite, donc voilà, on voit peut-être mieux ici. Donc filmer 8 à 10 moments d'enseignement de 45 minutes. Ensuite, la première intervention, donc le premier module de formation, ensuite filmer à nouveau, ensuite un focus group, donc sous la forme d'une communauté de pratique entre les enseignants et enseignantes, qui permettra de revenir sur les contenus du premier module de formation, à nouveau les filmer. Un deuxième module de formation qui aborde également des enjeux, mais peut-être de manière plus poussée, qui intègre aussi des exercices en lien avec la pratique et une deuxième communauté de pratique, à nouveau filmée, et finalement la 12e séance. Donc là, on a la séance 1 à 12 et à chaque fois, voilà, peut-être on verra une évolution dans la sexuation des pratiques enseignantes et le rapport du coup au savoir des élèves. Donc c'est mon hypothèse. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'ai choisi d'analyser le rapport au savoir numérique des élèves? Parce qu'en fait, c'est un objet finalement qui a été thématisé au sein de la littérature depuis les années 60 pour la partie anglophone et depuis les années 80 pour la partie francophone. On a identifié un traitement préférentiel à l'égard des garçons. Et souvent, voilà, dans les pratiques enseignantes, on voit que les enseignants-enseignantes interrogent plus les garçons et ceux-ci interviennent aussi plus de manière spontanée en classe. Et en fait, les chiffres sont assez surprenants et en fait, on retrouve toujours cette même répartition de la parole. 2/3 de l'espace sonore occupé par les garçons pour 1/3 des filles. Et finalement, qu'est-ce que ça va véhiculer comme représentation par rapport notamment au numérique? Eh bien, ça va véhiculer le fait que les femmes, les filles, sont moins légitimes finalement pour occuper une place dans les savoirs numériques et donc impacter leur rapport à ces savoirs. Et donc du coup, après par la suite, peut-être aussi renforcer cette fracture numérique de second degré que l'on observe voilà, chez les filles. Donc voilà, là j'avais mis juste, je vois que le temps avance, un petit peu ma manière de m'organiser, fournir le matériel aux enseignants qui va être assez difficile puisqu'ils devront filmer finalement beaucoup de moments d'enseignement. Voilà, je devrais essayer de jongler en même temps, essayer de fournir le matériel en même temps avec les capsules vidéo de la formation, en même temps leur fournir des cartes SD puisqu'elles seront peut-être vite remplies avec les 45 minutes à chaque fois à filmer. Donc j'ai fait une liste pour être sûre de pouvoir respecter finalement toutes ces choses. Et maintenant, je me pose encore une question, enfin plusieurs questions, j'ai décidé de les mettre pour la fin. Voilà, on a un plan d'études d'éducation numérique qui place la culture aussi au centre, l'acquisition d'une culture numérique au centre comme finalité. Eh bien, je me demande si, à l'heure actuelle, avec ce qui est identifié au sein de la littérature, lorsqu'on va implémenter l'éducation numérique au sein des classes, est-ce que les filles, les femmes,
vont-elles développer la même culture que les garçons ou les hommes? Et éthiquement, est-ce que finalement, il n'y a pas des questionnements à se poser? Quelle est la culture qui va être légitime à l'école? Celle des filles, celle des garçons? On a une culture féminine qui semble finalement être plus éloignée des innovations qui vont participer à l'édification du monde de demain, quand on regarde le pourcentage de femmes dans la sphère du numérique. Et en termes de justice sociale, que penser d'une culture féminine et d'une culture masculine et comment peut-être renverser cela? Donc voilà, c'est mes questionnements. Et je vais terminer par une citation de Michel Guillou qui dit les métiers de demain nous sont parfaitement inconnus. On sait simplement que pour s'y préparer, les jeunes, nos élèves, devront avoir acquis à l'école une très grande culture générale et notamment une culture numérique fondamentale et humaniste. C'est dans les disciplines existantes que vont se construire peu à peu les compétences transversales propres à cette culture numérique. En ouvrant ainsi les portes des possibles, en donnant l'opportunité de rencontre entre elles, le numérique contribue à enrichir, à augmenter, à éclairer les disciplines traditionnelles. Le numérique, c'est d'abord de la culture et de l'humain, il ne faut jamais l'oublier. Donc, je me pose la question, si on identifie une culture féminine peut-être moins propice à s'insérer dans la sphère du numérique, en tout cas à développer des compétences techniques pour pouvoir occuper une place justement dans ce secteur, est-ce que finalement, en intégrant la culture numérique à l'école, eh bien, ça ne va pas, peut-être pour les filles, nuire à l'apprentissage des autres disciplines, puisqu'on voit que la culture numérique, finalement, elle va être intégrée dans une perspective interdisciplinaire. Donc, je me pose aussi cette question. Et donc, voilà, moi, je vise à documenter et favoriser l'implémentation d'un enseignement de la citoyenneté numérique à visée égalitaire pour ouvrir de nouveaux horizons professionnels pour toutes et tous. Donc, je vous remercie de votre attention et puis voilà. Un grand merci, Ania, pour ta présentation.